Sarah, nous avons fait connaissance l'année dernière à peu près au même moment. C'était au mois de mars pour évoquer ce choc émotionnel aussi, hein, de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Et c'est un événement, j'avais noté ça sur mon calepin, que vous avez qualifié de inimaginable. Donc là, ça fait déjà un an que ça dure. On a fini par accéder à l'imagination d'un monde en guerre. Et je vous ai posé la question à l'époque, à quoi sert le droit international s'il est aussi facile de le bafouer? Question que je pose aussi à mes étudiants, mais votre réponse était autrement plus intéressante à écouter, vous vous en doutez bien. Donc j'ai envie de rentrer dans la matière avec la même question un an plus tard. Où en est-il le droit international? Où en est-il le droit international dont le but ultime est justement de faire advenir un monde de règles et de paix sans conflit armé et qui échoue à le faire, en fait. Donc je vous laisse ajuster votre réponse à 2023 plutôt que 2022. Qu'est-ce que vous avez de votre point appris pendant cette année sur le droit international qui vous passionne? Alors, merci beaucoup. D'abord, je suis très contente de vous retrouver autour de cette question. Moins contente un an après de trouver une situation qui ne s'est pas améliorée. Ouais, j'aurais envie de dire la chose suivante. En 1945, lorsqu'on a rédigé la Charte des Nations Unies, on était en plein mouvement de la paix par le droit. Et d'ailleurs, le meilleur succès, ça a été dit, c'est finalement celui de la construction européenne dans un cadre régional. Ça a bien fonctionné. Au cadre universel, il faut quand même se rendre compte que dès 1946, on est en pleine guerre froide. Et donc, tout ce qui a été construit et mis en place dans la charte n'a jamais fonctionné de la façon dont ça avait été imaginé. Donc, il faut quand même déjà avoir ça à l'esprit. On est dans le mouvement de la paix par le droit. J'aurais envie de dire, un peu par une image, et je vais m'expliquer évidemment, qu'en ce moment, on est plutôt dans un mouvement de la guerre par le droit. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La première chose que j'entends par là, et c'est ce que j'avais évoqué l'année dernière, c'est qu'à l'inverse de ce que l'on peut imaginer ou entendre, le droit passe ou absent de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Et même les deux États s'en sont saisis très rapidement, tous les deux, y compris la Russie dans son argumentation, et ils ne sont pas les seuls. Et aujourd'hui, il y a une véritable, ça fait un an qu'il y a une véritable compétition pour défendre des points de vue très différents sur ce qu'est le droit international. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très frappant. Alors, comment ça s'est passé? Ben, dès le départ, c'est-à-dire dès en réalité le 21-22 février de l'année dernière, le président russe, au lieu d'ignorer totalement le droit international, a développé toute une argumentation. En partie une argumentation parfaitement délirante, mais quand même une argumentation qui se fondait en gros sur deux idées. La première, c'était de dire il y a en ce moment même un génocide qui est commis en Ukraine contre les minorités russophones. Et donc la Russie doit intervenir pour arrêter ce génocide. Et on va voir que c'est un argument délirant, mais qui s'est retourné contre la Russie du point de vue du droit. Donc c'est assez intéressant. Le deuxième argument qui était un peu moins absurde, mais malgré tout les circonstances donnaient tort à la Russie, était de dire il y a eu des déclarations d'indépendance des républiques dans le Donbass, hein, de Luhansk et Donetsk, et la Russie reconnaît officiellement ces nouveaux États. Et ces nouveaux États appellent à l'aide la Russie contre le gouvernement ukrainien qui ne les reconnaît pas, qui n'accepte pas cette sécession, et donc la Russie va aller les aider. Alors ça, c'est un argument qui aurait été en théorie un peu plus défendable. Les circonstances démontrent très bien qu'en réalité, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, seule la Russie a soi-disant reconnu ces nouvelles républiques, ce qui démontre bien la difficulté. Mais la première idée, c'est que la Russie utilise des arguments juridiques dès le départ et même avant l'agression armée de l'Ukraine le 24 février de l'année dernière. Donc ça, c'est un point qui est déjà intéressant. Dès lors que l'agression armée a lieu, immédiatement, le gouvernement ukrainien, lui aussi, se saisit du droit international, c'est-à-dire que les combats eux-mêmes n'ont pas arrêté, en réalité, l'argumentation et l'action juridique. Comment le fait-il? Ben, tout d'abord, il déclare être tout simplement en légitime défense, selon la Charte des Nations Unies, puisqu'il fait l'objet d'une agression armée.
et puis il va saisir une série de juridictions internationales, toutes les juridictions qu'il peut saisir dans un véritable mouvement qui est appelé par les anglo-saxons de lawfare. C'est pour ça que je vous parlais de guerre par le droit, c'est-à-dire que c'est un prolongement de l'affrontement. On va s'affronter, et on va s'affronter aussi avec des arguments juridiques. Alors que fait l'Ukraine à ce moment-là? Elle saisit immédiatement la Cour internationale de justice. Pour précision, et parce que je ne sais pas dans quelle mesure le public a des connaissances de droit international, la Cour internationale de justice est l'organe judiciaire principal des Nations Unies qui tranche des litiges des différents entre États. Donc que fait l'Ukraine? Eh bien, elle va s'appuyer sur l'argument de la Russie en disant on a un litige avec la Russie et ce litige, il concerne l'application de la Convention contre le génocide. En gros, je pose une question à la Cour. Est-il possible d'agresser un État, soi-disant pour arrêter un génocide? Évidemment, l'argumentation de l'Ukraine étant de dire, par ailleurs, il n'y a aucun génocide, c'est totalement faux. Mais en plus, pourrait-on imaginer d'agresser un État, d'essayer de l'annexer pour arrêter un génocide? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Et l'Ukraine va demander à la Cour ce que l'on appelle des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures d'urgence. Elle va demander évidemment à la Cour d'indiquer à la Russie qu'elle doit arrêter immédiatement l'attaque, etc., etc. La Cour va se prononcer, elle va se prononcer juste après l'Assemblée générale des Nations Unies, qui d'une façon quand même très rare, je ne dis pas unique, mais c'est extrêmement rare, a condamné, et à un nombre de voix très élevé quand même, hein, plus de 140 États, a condamné l'agression armée de l'Ukraine par la Russie. Donc c'était très net. La Cour va même reprendre l'argumentation de l'Assemblée générale, ce qu'elle ne fait pas. D'habitude, elle est très prudente avant de se prononcer au fond. Dans la procédure d'urgence, elle reprend l'argumentation et elle demande à la Russie d'arrêter évidemment tous les combats avant qu'elle puisse se prononcer. Bien évidemment, on peut être déçu, on peut se dire, mais la Cour internationale de justice n'a pas arrêté la Russie. Bien sûr. Mais ce que j'avais déjà dit l'année dernière, c'est que l'intérêt est aussi autre. On veut d'abord le temps du droit, c'est le temps long. Donc au milieu des combats, le droit est assez inaudible au départ. Mais pendant ce temps-là, les débats continuent. Et l'idée, c'était de pouvoir précisément supprimer toute l'argumentation russe. C'est-à-dire, la Cour, qui a l'autorité pour dire ce qu'est le droit international, a dit la Russie, votre argumentation ne tient pas. À partir de maintenant, on ne veut plus entendre ça et au moins admettez que vous violez le droit international. Et ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était d'éviter les précédents. Vous savez que l'opinion publique, et on a beaucoup parlé, les journalistes, des risques que la Chine utilise éventuellement le précédent à l'encontre de Taïwan, par exemple. Si on dit clairement, immédiatement, c'est illégal, en tout cas, ça ne peut avoir aucune apparence de légalité, mais n'essayez pas de vous fonder sur le droit international, ça évite qu'on essaye de modifier les règles internationales. Et ça, c'était un autre élément qui était très important. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, il s'est passé qu'énormément d'États, et je ne vais pas vous surprendre en disant essentiellement des États occidentaux, des États européens, les États-Unis, etc., sont venus apporter des arguments sont venus intervenir devant la Cour internationale de justice, c'est-à-dire qu'ils ont déposé des arguments qui appuient l'argumentation ukrainienne. L'idée étant de dire, on veut montrer qu'en aucun cas l'argumentation russe ne peut donner même une impression de légalité. On défend une certaine interprétation du droit international. Donc il y a véritablement là derrière un affrontement qui est en train d'avoir lieu entre des points de vue tout à fait différents sur ce qu'est le droit international, en sachant que, et c'est aussi intéressant et il faut le dire, beaucoup d'États sont silencieux. On entend peu les États africains sur cette question, par exemple, qui sont assez en retrait, par exemple. On entend peu les États sud-américains, on n'entend vraiment pas beaucoup les États asiatiques. Donc, il y a une polarisation qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que je parlais véritablement d'une sorte de guerre par le droit, ou en tout cas de confrontation juridique. Là, c'est quelque chose qui caractérise et qui a caractérisé cette année, je crois. L'autre point sur lequel l'Ukraine a immédiatement agi, et ça avec une rapidité remarquable par rapport au dernier conflit, c'est la question du jugement des crimes qui ont lieu pendant ce conflit, c'est-à-dire à la fois crimes de guerre
et crimes contre l'humanité. Alors, crimes de guerre, j'ai envie de dire, maintenant c'est certain qu'il y a eu des crimes de guerre, peut-être aussi des crimes contre l'humanité. Qu'a fait l'Ukraine? Elle a saisi très rapidement la Cour pénale internationale pour qu'il y ait des enquêtes qui soient diligentées sur tous les crimes commis sur le territoire ukrainien. Et elle a lancé très très vite elle-même des enquêtes. Vous avez peut-être noté qu'il y a plusieurs milliers d'enquêtes qui ont été ouvertes par le procureur général en Ukraine, avec là une vraie spécificité, c'est qu'on a un recueil de preuves. Normalement, ce qui pose problème, c'est recueillir des preuves longtemps après les faits. Là, on les a pendant même les combats, dès les premières semaines, dès les premiers mois. On avait déjà des enquêteurs sur le terrain, des enquêteurs envoyés aussi par d'autres États, envoyés par la Cour pénale internationale, qui, elle, ne juge pas les États, mais les individus qui auraient commis des crimes. L'Ukraine engage toutes ces procédures. Et elle fait appel aux autres États en leur demandant d'utiliser leurs compétences universelles, c'est-à-dire d'utiliser leurs lois pour juger eux-mêmes les crimes si jamais les auteurs de ces crimes se trouvaient sur leur territoire à un moment donné. Donc là, je vais employer exprès le terme, l'Ukraine utilise aussi tout un arsenal juridique pour faire face à la Russie et pendant même les combats, c'est-à-dire au plus fort des combats, on continue à développer une véritable argumentation juridique. Et non, qu'est-ce qui fait peut-être un peu la particularité? Parce que tout à l'heure, j'ai quand même dit, depuis 1945, la charte n'a jamais fonctionné comme on l'avait imaginé. On a eu tout de suite la guerre froide en réalité. Donc, on a été bloqué très très tôt. Le Conseil de sécurité ne pouvait pas faire grand-chose parce que soit les États-Unis utilisaient le veto, soit l'Union soviétique. On a vu ce qui s'est passé avec la Syrie récemment. On est dans le même type de blocage en réalité. Et donc, on a eu des précédents aussi de violations très claires de l'interdiction du recours à la force. On a quand même 2003 les États-Unis et la Grande-Bretagne qui interviennent militairement en Irak. En dehors, on s'en souvient de toute autorisation, de toute légitime défense, etc. Donc, on a des précédents. Qu'est-ce qui fait quand même un peu la particularité du moment où on vit? Et j'imagine que c'est pour ça que vous avez intitulé « Peine menacée » aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose. Je le disais il y a un an, et je crois que c'est encore valable aujourd'hui, c'est vrai que, alors ça a été le cas de nos gouvernements assez largement, mais aussi chez les internationalistes, il y a eu un véritable choc parce que malgré tout, même si l'interdiction de recourir à la force a été violée à plusieurs reprises, depuis 1945, c'est quand même la première fois qu'on a clairement une agression armée qui ne vise, et même en apparence, autre chose qu'une annexion d'un autre État souverain sur le territoire européen. Et ça, il est vrai que dans notre imagination, dans notre expérience, dans la construction qu'on avait, tout à l'heure j'ai entendu, on donnait, les jeunes donnent la paix pour quelque chose d'acquis, mais on avait aussi cette idée que la paix en Europe était quelque chose de tout à fait acquis et établi et qu'il était absolument impossible, et on le pensait encore, soyons honnêtes, le 22 ou le 23 février dernier, absolument impossible qu'un État envahisse un autre pour l'annexer en Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et ce qui est aussi très net de cette attaque, c'est qu'effectivement, ça oblige tout le monde à se positionner, ça oblige l'Union européenne à se positionner sur son point de vue sur le droit international. J'ai entendu la défense du multilatéralisme, c'est vrai. Ça oblige les autres États à se positionner. On ne peut pas rester neutre parce que, dans le fond, ce qui résulte de ça, c'est qu'on a clairement une opposition de point de vue et clairement, peut-être aussi clairement pour la première fois depuis 1945, la volonté de certains États de modifier ce que l'on entend par droit international aujourd'hui. Et là, du point de vue de la Russie, c'est très très net. Et j'ai envie de dire que la Russie n'est pas quand même le seul État, en tout cas, à avoir ce positionnement juridique. La Chine, depuis un certain nombre d'années, là, y compris aux Nations Unies, où désormais elle est beaucoup moins discrète sur certaines questions, et elle a une véritable position proactive en expliquant qu'elle défend sa propre interprétation du droit international, qui effectivement s'éloigne tout de même beaucoup de ce sur quoi il y avait malgré tout un certain consensus. Donc de ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai utilisé un peu cette expression qui est un raccourci, mais la guerre par le droit et quelque part pour le droit, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui.
Alors évidemment, loin de moi l'idée d'aller plus loin, on l'a dit, il n'y a pas de recul. Je ne dirai pas comment se termine l'histoire et j'espère bien on comprendra dans quel sens je l'entends. Mais il est vrai qu'on est un peu à un tournant de ce point de vue-là et je suis pas sûre que les Nations Unies puissent continuer à fonctionner exactement comme elles ou à ne pas fonctionner exactement comme elles l'ont fait jusqu'à présent. Là, il faudra certainement qu'il y ait des discussions et qu'il y ait peut-être des évolutions. Mhm. Des évolutions sur la charte de 1945. Alors, elle Voilà. risque quand même de faire encore consensus sur certains de ces principes, même ceux qui s'abstiennent dans les votes de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas déclaré qu'ils seraient prêts à sacrifier sur l'autel de quelques intérêts que ce soit la souveraineté et l'égalité des États-nations, pour ne citer que deux de ces principes. Je vois mal par quoi la charte 45 pourrait être remplacée. Mais la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les moyens de l'Union européenne? Est-ce qu'elle est arrivée à la limite de son influence juridique, hein, puisque c'est des outils de droit qu'elle utilise également dans ses relations extérieures? C'est quelque chose qui est un peu dans son on peut dire ADN, d'utiliser, de toujours renvoyer vers le droit, vers les règles, etc. Est-ce qu'elle est arrivée au bout de sa boîte à outils et puis il n'y a pas un deuxième fond, il n'y a plus d'outils? Est-ce qu'elle est un peu impuissante en fait maintenant? Alors, il faut espérer qu'elle ne soit pas arrivée au bout de sa boîte à outils. Ce qui est déjà observable, c'est que le positionnement en défense du droit et du multilatéralisme, qui est reconnu comme le positionnement européen, a perdu manifestement de l'influence. J'ai envie de dire, il y a des domaines dans lesquels c'est très visible, malheureusement. Un exemple assez net, c'est en matière de protection des droits de l'homme et en matière d'application des grandes conventions des Nations Unies sur la protection des droits de l'homme. Ces conventions prévoient une série de comités qui sont chargés de surveiller leur mise en œuvre. Et les États doivent, par exemple, rendre périodiquement des rapports à ces comités sur l'état de leur législation, les avancées sur les droits de l'enfant, le pacte sur les droits civils et politiques, etc., etc. Il y a encore une dizaine d'années, l'Union européenne avait par exemple une très grande influence en Afrique, ce qui fait que sur des questions comme les mutilations génitales des femmes, par exemple, il y avait eu un certain nombre d'avancées importantes, c'est-à-dire que les États jouaient le jeu globalement. La perte d'influence de l'Union européenne du point de vue de la défense des droits et notamment des droits de l'homme, qui est quand même au départ une spécificité, il faut bien le reconnaître, au moins historique européenne, fait qu'aujourd'hui, nombre d'États ne rendent plus les rapports et n'hésitent plus à dire que c'est un point de vue très situé, très européen, qui ne correspond pas vraiment à leur culture et ne joue plus tellement le jeu. Donc il y a vraiment des domaines dans lesquels il est assez visible que l'influence européenne est concurrencée manifestement, ou en tout cas n'a plus le même impact. Alors, il reste à espérer évidemment qu'il y ait, qu'il y ait peut-être encore quelques outils, qu'il y ait encore des possibilités. C'est possible, c'est probablement pas effectivement la politique étrangère, en tout cas la politique extérieure, c'est peut-être pas le point le plus fort de l'Union européenne, mais il y a d'autres domaines dans lesquels le multilatéralisme a malgré tout été relancé. Par exemple, je pense juste à un exemple, dernièrement la question de la pandémie où on pensait que, ou même en Europe, on a vu que les États ont eu tendance à se refermer à l'intérieur de leurs frontières, à interdire les exportations, à déroger aux règles du marché commun. Ben, dans ce domaine-là, finalement, les États, et notamment sous la demande de l'Union européenne, ont accepté de négocier un nouvel instrument. On ne sait pas encore exactement ce que ça va être dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que pour trouver du consensus dans certains domaines, il y a encore une possibilité, il y a encore des solutions.
Il est vrai néanmoins que aujourd'hui, il y a des visions extrêmement différentes de ce que devrait être l'ordre mondial et probablement moins de consensus qu'il a pu y en avoir auparavant. Ça ne veut pas dire, et je suis tout à fait d'accord, que pour l'instant, il y ait des États qui soient prêts à modifier ou à abandonner les principes essentiels de la charte, et notamment l'égalité des États souverains. Ça ne sera pas le cas. Et d'ailleurs, dans toutes les argumentations, on retrouve ces principes qui sont défendus, mais ils sont défendus dans des points de vue et avec des objectifs opposés. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même dont il faut tenir compte, je crois. Merci beaucoup, Sarah, aussi de vous être imposé d'intervenir à distance. C'est très sympa d'avoir participé même en ligne avec nous.